c'est Rime Arfaoui. Bienvenue dans le chemin des passions, un podcast dans lequel vous partirez à la rencontre de professeurs de yoga, de thérapeutes, d'entrepreneurs tous animés par leur passion et leur envie d'aider les autres. Je vous invite à faire connaissance avec des entrepreneurs engagés, aux multiples talents, qu'ils mettent au service du yoga et du bien-être. Aujourd'hui, je reçois Prosper Matussière. Bienvenue dans cette conversation sur le yoga et le sport. Prosper est un ancien gymnaste et entraîneur. Aujourd'hui, il se consacre à son activité de coach sportif et professeur de yoga. Il est passionné par le mouvement, l'élégance du geste et la mécanique du corps humain. Pour lui, il est important d'être au service de l'autre pour pouvoir offrir une expérience unique et permettre la découverte de son propre pouvoir, celui d'être connecté à soi, au monde et à son environnement. C'est aussi un poète qui partage tous les jours la beauté des mots à travers les écrits des uns, des autres et des siens. Avec Prosper, venez comme vous êtes, repartez comme vous ne l'avez jamais été. Bonjour Prosper, merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, salut Rim, merci, c'est une belle introduction. Voilà, elle est complète, ça te va? Ouais, c'est très bien. Bon, en tout cas, je suis vraiment contente de te recevoir. J'avais vraiment envie d'aborder plusieurs sujets avec toi, donc merci pour ton temps. La première chose, c'est cette notion qui est très importante chez toi, d'être au service des autres, que je perçois un peu comme étant ta mission. Et du coup, j'avais envie de savoir comment ça t'était venu et depuis quand finalement ça t'animait d'être au service des autres. Bah, ça m'anime depuis pas mal de temps, pas mal d'années. Moi, je suis dans l'éducation, la transmission depuis pas mal d'années en tant qu'entraîneur de gym. J'ai commencé à être entraîneur de gym quand j'avais 15 ans. Et du coup, j'ai toujours été dans l'observation des autres et du coup dans l'anticipation d'éventuellement servir leurs besoins et anticiper leurs attentes. Parce que c'est beaucoup ça, la gym, au final, c'est de la construction dans le futur. Donc, tu es obligé d'être au service de l'autre pour pouvoir le faire progresser. Et après, la vraie notion de service, elle m'a sauté aux yeux quand j'ai fait une petite formation pour enseigner le yoga dans des milieux fermés. Et il y avait une lettre que j'invite tout le monde à lire qui s'appelle Au service de la vie de Rachel Naomi Remen, qui fait un comparatif entre servir, aider et réparer. Et quand j'ai lu cette lettre, j'ai compris que j'étais vraiment au service des gens et que c'était quelque chose qui m'apportait énormément. Et j'aime bien l'être humain et j'aime bien la complexité de l'être humain, donc j'aime bien essayer de réfléchir pour déceler comment mieux le servir. Donc c'est vraiment une mission de vie, j'ai envie de dire. Pour parler de cette lettre qui a été un peu donc du coup une révélation, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement le distinguo justement entre ces trois mots? Réparer, je le résume un peu rapide, mais réparer, c'est voir la vie comme étant brisée. Aider, c'est aider avec sa force et donc considérer que l'autre a besoin d'aide. Et servir, en fait, c'est considérer la vie comme un ensemble, est un tout. Et du coup, la façon dont tu agis est différente. On dit que servir, c'est le travail de l'âme et aider, c'est le travail de l'ego. Et moi, j'aime bien cette idée de travailler l'âme plus que l'ego. Plein de versions. Il y a 3 versions qu'on peut trouver, mais la version longue est vraiment, en fait, c'est une dame qui a été atteinte, enfin, ou qui est toujours atteinte d'ailleurs, parce que je pense qu'elle est encore vivante, de la maladie de Crohn. Et en fait, elle est passée dans les mains de plein de médecins, plein de spécialistes, et en fait, elle dit que ces gens ont essayé de l'aider, et qu'en l'aidant, ils lui ont fait comprendre qu'en fait, elle était pas normale entre guillemets, parce que l'aide demande quelque chose en retour, au contraire du service, et que du coup, quand on aide, on met tout de suite une différence avec la personne qu'on aide, vu qu'on veut l'avenir en aide. C'est la définition de l'aide, c'est qu'on voit quelqu'un a besoin d'aide, quelqu'un est en galère dans une situation donnée, et nous, on vient avec notre force qui est supérieure à la sienne dans cette situation donnée, et donc en fait, on crée la différence. Alors que c'est pas forcément l'intention en plus, hein. Donc Non, c'est c'est pas intéressant de le forcément relever comme ça. l'intention, mais c'est en fait, c'est encore une fois, quel est le but, quelle est la fin, pas le moyen en gros. C'est, est-ce que tu viens en ayant une idée derrière la tête et en espérant avoir un retour? Parce que c'est souvent ça, ce qui se passe quand on aide. Au bout d'un moment, on en a marre d'aider parce qu'on n'a rien en retour. Alors que Ouais, c'est qu'il y a une attente. voilà, quand tu sers, tu n'attends rien en retour. Est-ce qu'on peut revenir sur tes débuts, donc ta carrière de gymnaste? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ta pratique à l'époque, de l'état d'esprit et comment l'un dans l'autre, en fait, tu es devenu aussi entraîneur?
La gym, ça a été ma vie pendant très, très, très longtemps et je pense que ça l'est encore, même si, j'évolue plus dans le milieu de la gym, mais, je reste complètement attaché à la gym. Je regarde toujours ce qui se passe dans les nouveautés. Je regarde toujours ce que font les anciennes filles que j'ai entraînées en compétition et comment j'ai débarqué dans la gym grâce à mon frère qui a commencé la gym avant moi, en fait, et souvent, bah, on suit son grand frère. Bah, moi, je m'y suis pris tout de suite, déjà parce que l'école, c'était pas forcément quelque chose où je me plaisais. Et là, je suis arrivé dans un environnement où bah, je me plaisais. Et quand on est enfant, quand on y prend du plaisir, bah, on compte beaucoup moins ses efforts. Donc, j'ai pris part au jeu et j'ai vraiment adoré ça. Et j'en ai fait pendant énormément d'années, au point en fait d'arrêter l'école pour faire plus de gym, d'arrêter l'école pour entraîner, d'arrêter l'école pour m'entraîner plus. Donc j'aime bien dire que j'étais un amateur professionnel, on va dire. Je me suis entraîné presque comme un sportif de haut niveau, mais sans faire de haut niveau. Mais j'étais à la gym tous les jours et c'est quelque chose qui m'a façonné dans le mental beaucoup, parce que la gym, c'est beaucoup le mental. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est des détails, c'est vraiment des détails. Et c'est ça que j'aimais bien. C'est très technique. Il y a beaucoup de repères à avoir dans l'espace. Il y a beaucoup aussi de confiance à avoir en son entraîneur. J'aime bien dire que souvent les bons gymnastes sont ceux qui font tout ce que dit l'entraîneur sans réfléchir. Et c'est comme ça que souvent ça marche. Donc, comment je suis tombé dans la gym? De par mon frère. Et après, c'est la magie de ce sport. En fait, tu pratiques un sport dans lequel il y a 6 sports. Il y a 6 agrès. Les 6 agrès sont totalement différents les uns des autres. Ça demande de la force, ça demande de la souplesse, ça demande de l'explosivité, ça demande de la puissance. Ça demande presque toutes les qualités physiques qu'on peut demander. Il y a de l'adaptabilité et puis il y a bah, création de repères visuels qui te permet de t'adapter. C'est-à-dire qu'avant chaque élément, tu apprends à comment tomber, ce qu'on appelle nous la réchappe en gym. Tu apprends à tomber pour pouvoir te sortir de toute situation quand tu mets en pratique ce que tu essayes d'apprendre. Et c'était, je pense, ce côté jeu, moi, qui m'a beaucoup fasciné. Ce côté jeu, ce côté, bah, tu cours, tu sautes, tu tapes, tu te retrouves en l'air, tu te retrouves la tête en bas, les pieds en l'air. Enfin, c'est quand même des sensations assez folles. Et je me suis pris au jeu après, bah, par le fait que j'ai eu des bons camarades d'entraînement, des bons entraîneurs. Et après, l'envie de toujours progresser et d'aller s'entraîner dans des clubs qui étaient de plus en plus performants au fur et à mesure de mes années. Est-ce que tu dirais que tu faisais confiance à ton entraîneur avant même de te faire confiance, à toi-même? Quand tu apprends à tomber, c'est aussi une façon d'apprendre à jamais te laisser tomber. Ouais, tout à fait. Bah, apprendre à chuter. Ouais, bah, il y a quand même un peu des deux, mais je pense que je faisais plus confiance à mon entraîneur que je me faisais confiance. Et c'est un peu ça la magie, et c'est ça aussi la beauté après quand je suis devenu entraîneur, c'est que c'est un conflit psychologique avec ton athlète en fait. C'est lui donner la confiance nécessaire pour faire quelque chose. Et on dit que les entraîneurs, il n'y a pas vraiment de recette miracle en fait. Un bon entraîneur, c'est pour moi du moins un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui a un feeling avec son athlète. Et ça s'explique pas vraiment. C'est pas un mec qui connaît les moments par cœur, qui sait analyser tout. C'est juste un mec qui a compris comment tu marchais dans ta tête et du coup comment il peut te motiver à travers les mots. Donc il y a beaucoup, beaucoup pour moi une relation de confiance en son entraîneur. C'est même un partenaire. Ouais, ouais. Moi, j'écoutais plus mon entraîneur que mes parents. Et c'est le cas de beaucoup de gym en vrai. Mais comment ça s'explique ça? C'est la posture? Enfin, tu vois, par exemple, là, tu compares avec tes parents, mais un entraîneur, donc du coup, c'est parce que tu te dis qu'il te connaît vraiment mieux que tes parents, par exemple? Oui et non, il y a déjà le côté un peu plus cool que les parents, c'est que, bah, toi, tu viens avec envie à la gym. Donc déjà, ton entraîneur, il a affaire à un enfant. Tu fais pas ta crise d'adolescence à la gym. Tu la fais à la maison. À la gym, tu t'entraînes parce que t'aimes ça, parce que tu es reconnu pour ce que tu es, entre guillemets. Donc tu as aussi ce côté-là qui est intéressant. Tu fais partie d'un collectif, tu fais partie d'une famille. Ça doit être un sport individuel, on s'entraîne tous ensemble. Donc, il y a vraiment ce côté communautaire. Et après, c'est aussi le simple fait que quand tu finis par aller à la gym un peu tous les soirs, bah, mine de rien, tu vois presque ton entraîneur plus souvent que tes parents. Bah, il y a quand même une relation qui se crée avec ton entraîneur qui devient assez forte. Surtout si tu commences à faire un petit peu de niveau, bah, là, il y a la peur qui rentre en compte. Et quand tu es contre ton entraîneur et que ça se passe bien, bah ouais, tu lui fais confiance un peu aveuglement. Donc après, ils peuvent te dire tout et n'importe quoi. Moi, j'allais à la gym, j'avais pas le droit de m'entraîner, je devais faire mes devoirs. Et j'allais à la gym pour faire mes devoirs. J'allais pas chez moi pour faire mes devoirs.
Quand je suis devenu entraîneur, bah, moi, j'adorais les enfants et les parents, ils allaient me dire: «Non, mais c'est parce que tu les as que 3 heures par jour, Prosper, sinon tu les aimerais pas moins que nous». Mais voilà, moi, j'ai le côté chanceux où ils viennent avec envie à la gym, en fait. Ouais, Donc, tu as les bons côtés, ils viennent avec une passion commune que vous voilà, partagez et du coup, vous parlez le même langage. exactement. Donc, ça fait que bah, la relation s'établit assez facilement. Tu parlais tout à l'heure, du fait que vous étiez, une famille où vous vous entraîniez ensemble et il y a tout de même aussi, un esprit de compétition, je suppose? Donc en fait, est-ce que les choses, elles sont un peu cloisonnées ou ça se passe comment? Bah, c'est quand même assez particulier parce que bah, tu as quand même l'envie d'être meilleur que les autres. Moi, j'ai été en concurrence avec Mathieu, qui est aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis, si ce n'est mon meilleur ami. On a évolué ensemble, on a fait pas mal de clubs ensemble et mon objectif, ça a été toujours de le battre. Il a 2 ans de plus que moi. Je l'ai jamais battu. Tu as des compétitions qui sont saines comme celle-ci, où au final, bah, on est toujours potes et je lui disais: «Moi, vas-y, je veux te battre en fait en compète, quoi». Donc ça, c'est des compétitions qu'on peut appeler saines et après oui, au sein d'un collectif, tu peux avoir des c'est pas malsain, mais quand même, tu sens que tu as des encouragements qui sont pas très honnêtes, mais ça fait partie du game, quoi. C'est-à-dire que quand dans un groupe, tu te retrouves à 12, 15 athlètes et que vous êtes 3, 4 à travailler le même élément, bah, c'est quand même au premier qui va y arriver, quoi. Et c'est au premier après qu'il le mettra en compétition. Et donc, tu as quand même cette petite compète interne qui est présente. Et ça, tu le vivais comment, à l'époque? Puisque tu étais jeune? Je le vivais bien jusqu'à un certain temps, je pense. C'est qu'à un moment, j'ai dû arrêter la gym. Je suis parti 6 mois à l'étranger et quand je suis revenu, bah, mes camarades d'entraînement, on va dire, ont continué à évoluer. Et moi, je n'ai pas fait de gym pendant un an. Et là, retrouver la motivation a été vraiment difficile. Et j'ai pas réussi à garder le cap et à garder la motivation. Donc, j'avoue qu'à la fin, c'était un peu compliqué, la gym. C'est aussi quand j'ai commencé à devenir entraîneur de gym et en fait, je vivais dans le 75, j'entraînais dans le 92, je m'entraînais dans le 94. Donc, ça faisait quand même, de beaux trajets. Et en fait, après, à un moment donné, ton métier devient entraîneur, donc tu ne peux plus t'entraîner sur tes heures de travail. Et donc malheureusement, tu finis par devoir un petit peu arrêter. Qu'est-ce qui a motivé, ton envie de le transmettre? C'est assez simple en vrai, je pense. C'est déjà, je faisais que ça. C'est-à-dire que moi, je partais pas en vacances parce qu'il y avait stage de gym. Les week-ends, tu sors pas parce que tu as gym ou tu es en compète. Donc c'était vraiment un truc qui me plaisait énormément et ça me plaisait plus que l'école. Et à un moment, bah, j'ai arrêté l'école parce que c'était trop compliqué pour moi. Et c'est là où je me suis dit, bah, je vais être entraîneur de gym. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, c'était mon raisonnement de l'époque. Ça sert pas à grand-chose d'avoir un bac général, alors que le diplôme que je veux passer ne demande que d'avoir 18 ans et d'être dans le milieu de la gym, ce qui était mon cas. Donc j'avais pas besoin d'avoir un bac. Et donc, j'ai quitté l'école pour passer mon diplôme. Et pour la faire courte, j'ai quitté l'école, j'ai pas été pris en formation. J'étais envoyé au Cambodge 6 mois par mon père pour apprendre un peu la vie. Ça aussi, ça a été une belle transition. Et après, je suis rentré, j'ai passé mon diplôme et j'ai commencé à entraîner à plein temps à mes 18 ans, quoi. Et du coup, le yoga, comment cette pratique, elle est arrivée dans ta vie? Et pareil, pourquoi tu as eu envie de l'enseigner? Le yoga, alors la première fois que j'ai fait une séance de yoga, c'était assez drôle parce que c'était en formation de BPGEPS musculation. Donc, j'étais avec des gros Golgoth, des pousseurs de fonte, comme on disait à l'époque. Et on part en stage à la montagne pour faire du ski de fond, de la raquette et du yoga. On a eu une séance de yoga qui a été bah, très drôle parce qu'à l'époque, moi, je n'étais pas du tout dans le délire yoga et personne ne l'était. On était plus dans les poids et dans les haltères. Et on se retrouve avec un prof qui nous propose de faire un cours de yoga au pied des montagnes. Le cadre était idyllique, mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Donc ma première approche du yoga était très drôle, parce que je me retrouve à faire une classe de yoga avec des musculeux, quoi. Donc c'était assez marrant. Après, le deuxième, et ça a été un peu là que j'y ai pris goût, c'est grâce à Lululemon, pour qui je suis devenu ambassadeur coach sportif. Mais il s'avère que eux sont quand même très orientés yoga. Et du coup, via Lululemon, j'ai commencé à faire des événements où il y avait du yoga, à pratiquer le yoga, à faire du yoga. Après, je me suis retrouvé à postuler
via Lululemon pour une formation de 200 heures organisée par Lululemon. Donc, c'est un questionnaire qui est envoyé à tous les vendeurs, tous les ambassadeurs du monde de Lululemon. Et tu réponds. Et les questions étaient: est-ce que vous faites du yoga? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que si? Et moi, je réponds non, jamais. Non, mais je réponds de façon assez honnête en disant que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, 3 semaines après, je reçois un message, je me disais, bah, félicitations, vous venez d'être sélectionné pour la formation de 200. Et c'est comme ça que je me suis vraiment retrouvé à faire du yoga de façon régulière et vraiment à temps plein, si on peut dire. C'est durant mon 200 heures. Après, j'avais fait quelques cours par-ci par-là et entre guillemets, la gym a été quelque chose qui a quand même facilité ma pratique. Mais ce qui m'a vraiment intéressé dans le yoga, c'est que bah il y a pas de podium en fait, il y a pas de compète. En gym, tu tombes, tu perds 1 point. Si tu vises un podium, quand tu perds 1 point, ta compétition est finie. Donc, le fait d'arriver dans ce milieu où tu peux tomber, tu peux en rire et limite, c'est ça le trip, c'est vas-y tombe en fait, c'est ça le yoga. Bah là, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, c'est pas mal quand même». Énormément de similitudes avec la gym. On est dans un esprit quand même de concentration énorme, on est dans de la minutie, on est dans de l'horlogerie suisse, on est dans un petit degré qui change, tout. Donc, c'est ça qui me passionne en fait, c'est que je retrouve vraiment la même complexité que la gym. Qu'est-ce qui a été le plus intéressant pour toi pendant ces 200 heures? La découverte en fait que, entre guillemets, j'étais déjà dans cette mentalité du yoga, avant de vouloir faire ce 200 heures. J'ai quitté la gym suite à ce 200 heures parce qu'en fait, je commençais à me retrouver de moins en moins dans cette idée de performance, dans cet, état d'esprit de genre no pain, no gain, il faut en chier pour être le meilleur, tout ce concept d'être dans la souffrance quand on s'entraîne. À travers ce 200 heures, j'ai réalisé que c'était pas forcément ça le concept et surtout en fait la prof, enfin est toujours une lumière, elle pue la vie on va dire. Je trouvais ça assez cool et qu'est-ce que j'ai découvert dans ces 200 heures? Bah moi-même en fait. Donc ça a été une belle révélation et le fait aussi de mettre un peu cette rigueur quotidienne, de pratiquer tous les jours, d'être sur ton tapis, de faire le taf, bah c'était aussi une belle aventure et donc je pense m'être surtout découvert moi en fait dans ce 200 heures plus qu'autre chose et du coup c'était une très belle découverte. Une fois que tu as ton diplôme, c'est le début de l'aventure. C'est le diplôme n'était rien et une fois que tu es diplômé, commence le chemin en fait. Ça y est, ça commence quoi. Donc c'est là que ça devient intéressant et bien sûr, on a un peu peur mais au final, il faut quand même bah, envoyer quoi. C'est practice or lose it. Tu as parlé des points communs tout à l'heure entre, la gymnastique et le yoga. La différence principale, j'ai bien entendu, hein, c'est vraiment l'état d'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres différences qui t'ont marqué, en fait, quand tu as découvert cette pratique? Alors après ça, c'est assez paradoxal parce que c'est plus propre à l'univers du teacher training. Bah, j'ai découvert un monde de bienveillance, moi, en fait, aussi, quand même. Un monde où, quand tu te retrouves dans un teacher training, tu es entouré de gens qui sont là un petit peu pour la même raison. Donc, un peu naïvement, je pensais que une fois que j'enseignerais, j'arriverais dans un monde assez merveilleux et assez éloigné du monde de la gym. Et bon, j'ai été un petit peu déçu parce que finalement, comme dans partout, en fait, il y a des égos et il y a des guerres un peu qui ne valent pas le coup d'être menées, on va dire, mais ça comme dans plein de milieux. Donc non, des différences, pas tant que ça. J'ai plus trouvé des similitudes et la grosse différence, mais c'est celle qui pour moi a fait toute la diff, c'était vraiment arrêter de chercher un résultat ou une performance à travers ta pratique. Et j'ai eu du mal au début d'ailleurs à comprendre ça. Moi, j'étais à fond dans la force. Ça vient de la gym. Tu fais de la force, tu respires pas. Là, on te demande de faire des trucs, on te demande de respirer. Je me souviens que, je sais pas, par exemple, le premier Bakasana que j'ai fait, je vois des personnes à côté de moi qui tiennent plus longtemps, qui ont l'air être cool dans leur posture. Je sors de la gym, je me dis, attends, c'est quoi ce délire? Donc, au début, j'avais beaucoup de mal à comprendre aussi ce que c'était le yoga, en fait, parce que j'étais quand même encore dans mon mindset d'un peu compétiteur et que bah, on est là pour briller en fait. Et ce qui est quand même au final pas du tout le truc du yoga en fait. Il y a une forme de délivrance, finalement, dans l'approche un peu yoga, quand en tout cas, quand tu as cet esprit, de compétition, pas forcément compétition, mais la performance, on va dire. Allez, parce que la performance, elle se retrouve dans plusieurs milieux professionnels, hein. Tout à fait, oui, oui, c'est vrai que t'es pas obligé de faire de la compétition pour être dans la performance. Et d'ailleurs, mes cours sont assez cool. Et c'est pas l'idée que les gens en ont quand tu te réfères peut-être à ce que je véhicule sur les réseaux. Effectivement, il y a du bang bang, il y a de l'énergie, il y a du feu, il y a des vidéos qui sont un peu impressionnantes. Mais après, dans ma pratique, je suis dans le chill du chill parce qu'en fait, je suis dans l'alignement
et je reste persuadé que il faut prendre le temps de prendre son temps de construire ses bases. J'aime bien dire que c'est avec une belle charpente qu'on construit plein d'étages. On peut aller très vite dans tout, mais on n'ira pas très haut en fait. Au bout d'un moment, les fondations sont pas stables et tout s'écroule. Donc moi, je suis vraiment partisan d'une pratique de yoga qui est souvent la même, mais en fait, ta posture n'est jamais la même. Un guerrier 1, tu peux le faire tous les jours, il est jamais identique. Donc il faut toujours revenir à la base, aux fondations, à la base, aux fondations. Et une fois qu'elles sont là, bah, on peut s'éclater. J'entends parfaitement ce que tu dis et pour le coup, ça résonne, hein, parce qu'effectivement, il y a une notion de répétition qui est, assez, importante et impactante, mais qui ne convient pas forcément avec la société dans laquelle on vit, où on est dans le speed, où il faut tout le temps être dans la nouveauté, et cetera. En tout cas, c'est top que ton approche, sur le tapis, permette ce type de rappel effectivement, que c'est aussi dans la répétition qu'on se redécouvre. Comme tu dis, les postures, elles sont totalement différentes, côté droit, côté gauche, lundi, mardi, c'est pas la même, hein. C'est exactement ce que tu as dit. On est dans une vie où on est dans la fast life. Et à vouloir toujours mettre de la fast life, bah ça fonctionne pas. Si t'es fast, mets du slow. Si t'es slow, mets du fast. Enfin, va vers ce que tu ne veux pas faire en fait, tout simplement, parce que c'est ce dont tu as besoin. Et ben, on a besoin de pratiques calmes et on a besoin d'ancrage. Et on est de moins en moins ancré, on est de plus en plus connecté mais déconnecté. On, on va dans le sens où il faut pas aller. Enfin, je pense. Et du coup, j'aime bien essayer de ramener un petit peu de réalité au tapis. La vie, c'est pas bonheur, quoi. C'est peut-être un leurre de chercher le bonheur. Le bonheur, la quête permanente du bonheur égale insatisfaction permanente. Accepter que la vie est compliquée et en fait choisir ses souffrances, c'est ça que j'aime bien, c'est choisis tes souffrances, choisis pourquoi tu veux souffrir. La vie, c'est souffrance et choisir ses souffrances, c'est important. Et je pense que la pratique du yoga, quand tu prends le temps de rester dans une posture, bah c'est ça, quand tu restes 5 respirations dans un guerrier 2 qui est bien placé, bah t'en chies. Ou comme le dit Tierno Bocard, l'effort est pour l'homme et pas le résultat. C'est se détacher des choses. En fait, c'est facile à dire, hein, c'est très facile à dire, c'est beau à dire, c'est beaucoup plus difficile à vivre et à faire. Mais il y a vraiment, je pense, ce côté de voilà choisir ses souffrances parce que on va souffrir en fait. La vie, c'est pas un plaisir permanent. C'est pas facile, c'est quelque chose de si complexe que je sais même pas si on comprendra un jour ce que c'est. Donc, en étant si complexe, bah effectivement, ça mérite de s'interroger sur plein de choses. Et s'interroger, bah c'est pas évident, c'est pas facile. La vie, c'est un équilibre. C'est voilà, on peut pas être malheureux toute sa vie, comme on peut pas être heureux toute sa vie. Ça va être des montagnes russes. On va être heureux, on va être triste, mais c'est parce qu'on peut être triste qu'on peut être heureux. C'est parce qu'on peut être heureux qu'on peut être triste. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, mais cette quête de bonheur permanent, elle est compliquée. Et on a l'exemple en méditation, les gens s'attendent à quelque chose tout le temps. Tu t'attends à quelque chose et c'est pas ça. Aller au yoga, c'est pas non plus s'attendre à quelque chose, c'est faire. Voilà, l'action est pour l'homme, pas le résultat. Faites et les choses se mettront en place toutes seules en fait. C'est plus des façons de voir en fait et de vivre les choses et en fait prendre conscience qu'on est responsable de tout ce qu'on vit en fait. J'ai vu dernièrement que tu organisais des journées avec des pratiques yin, des pratiques yang. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? La transmission, c'est un truc important pour toi, donc je suppose qu'il y a aussi un petit peu de ça? Ouais, il y a complètement de ça. Il y a le fait au bout d'un moment, les cours d'une heure me frustrent un petit peu parce que ça passe vite. Et à titre d'exemple, dans la gym, c'est entre 2 heures et 3 heures d'entraînement. Et on voit les athlètes 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Donc il y a cette notion en fait que je voulais amener avec une journée aussi longue de transmission, de se permettre d'avoir le temps pour vraiment transmettre et avec surtout en fait l'envie de d'expliquer aussi ce que c'est que le yoga. Le yoga, c'est pas qu'une pratique sur le tapis et ça m'est venu aussi avec l'expérience, avec le fait qu'au début en tant qu'enseignant, bah, tu es très porté sur le tapis, sur les asanas, sur la construction de ton cours, sur ce que tu veux donner, comment tu veux le guider, comment tu veux le guider. Et puis au bout d'un moment, on voit que le yoga, c'est plus grand que les asanas et c'est compliqué, bah, dans un cours d'une heure, même un peu plus,
d'expliquer ce que c'est entre guillemets le yoga. Et en ce moment, par exemple, ça doit faire, je sais pas, peut-être un mois ou deux que je commence mes cours en disant que bienvenue dans la salle de pratique. Et en fait, ici, on pratique ce qu'on veut ramener à l'extérieur. Et en fait, c'est vraiment ça, une salle de pratique. C'est un endroit où on pratique pour se préparer à l'extérieur. Et pour ceux qui prennent le métro, pratiquer le yoga dans la ligne 13, par exemple, c'est un vrai taf. J'aime bien en fait cette notion-là et donc je suis quelqu'un qui doute beaucoup et je reste persuadé que le doute est une bonne chose parce que ça permet la remise en question permanente. Et en fait, à un moment, je me suis demandé si dans un cours, on demande à chaque élève pourquoi tu es là, pourquoi tu es sur ton tapis, et même aux enseignants, et je me comprends dedans quand je le dis, est-ce que tout le monde est capable de donner une réponse claire? Ah bah tiens, justement, c'est quoi toi? Pour quelle raison tu es sur le tapis? Moi, je pense que je suis sur le tapis pour ma propre thérapie, en fait. Je me soigne en enseignant et après, j'aime bien aussi ce mantra entre guillemets qui est one percent better every day. Donc l'idée, c'est d'essayer d'amener à chaque cours une petite touche aux gens. Donc je suis aussi sur le tapis pour se transmettre et ce que je connais et ce que j'apprécie, mais je suis quand même sur le tapis de façon un peu égoïste, pour moi-même. Comme cette question qui à un moment m'interrogeait, est-ce qu'on enseigne celui qu'on est ou celui qu'on voudrait être? Donc je pense être sur le tapis pour plusieurs raisons, mais la première, je pense qu'elle est égoïstement pour moi. Je pratique pas moi quand j'enseigne, mais j'y vais pour moi. J'y vais pour moi avec, je sais que ça va me faire du bien d'enseigner, je sais que ça va me faire du bien et pareil quand j'enseigne, je reste persuadé que je redeviens l'élève et qu'en fait, c'est les élèves qui deviennent les maîtres parce qu'au final, j'interagis en fonction de ce que montrent les élèves et de ce que j'y vois. Donc inconsciemment, c'est eux qui guident mon cours, donc en fait, ce sont eux les maîtres. Il est important de savoir et je pense que c'est intéressant de s'interroger sur la raison pour laquelle on vient au yoga, la raison pour laquelle on fait ça. Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Est-ce que c'est, voilà, s'interroger en fait sur les réelles raisons de pourquoi on y va. Est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que c'est parce que je sais pas, j'aime le studio, voilà, juste s'interroger. Et après, l'idée de cette journée, c'était aussi de donner peut-être des pistes à cette question, en essayant vraiment en fait d'introduire vraiment brièvement ce que sont un peu les 8 piliers du yoga et ce qu'on peut en tirer en fait et juste essayer de faire comprendre que dans ces 8 piliers, les asanas, c'est pas la partie la plus importante. Mais je pense que c'est aussi le format qui est compliqué dans les studios, qui n'aide peut-être pas aussi à permettre de vraiment donner toutes ces clés. C'est qu'en 1 heure, c'est difficile de dire plein de choses. Moi, j'ai tendance à beaucoup parler dans mes cours. Parfois, c'est au détriment de la pratique, en fait, parce que tu as tellement envie de dire de choses que parfois, il reste quand même peut-être 10-15 respirations dans un guerrier 2. Sorry les gars, j'avais des trucs à dire. Je Euh, témoigne, c'est vrai. J'ai créé cette journée pour vraiment essayer de prendre le temps. Et je reste persuadé que déjà les gens, mais au yoga ou n'importe où, hein, toute personne qui prend du temps pour soi, quelle que soit la façon. Moi, les fins de cours de yoga, j'aime bien appeler les participants des gangsters modernes, des Kairas du nouvel âge, des voleurs de temps, des braqueurs de moments suspendus. Parce qu'au final, c'est complètement ça. C'est, comme tu dis, dans une société où tout va très vite, où vraiment le temps c'est de l'argent est presque devenu une sorte de vérité. À un moment, tu dis à tout le monde, vous savez quoi, moi je prends 1 heure pour moi, fuck off. Et au final, ouais, c'est un acte révolutionnaire. Et donc, je reste persuadé que ces gens-là sont ceux qui sont là pour une raison et qui, du coup, seront forcément intéressés pour en connaître un peu plus sur le chemin du yoga. C'est ma grande frustration d'enseignant de yoga, hein, d'avoir été mal éduqué entre guillemets avec la gym, où tu vas parce que tu des compètes en fait. Et donc si tu veux avoir des bons résultats, faut t'entraîner. Ça me frustre de voir une personne 1 fois par semaine. Donc en une journée, c'est comme si je faisais 8 cours en fait. Donc j'ai le temps de j'ai le temps de balancer un peu tout ce que je veux. Sur cet événement sur le chemin, tu as des partages sur la raison pour laquelle ils pratiquent? Qu'est-ce qui les Ouais, amène sur le tapis? c'est souvent l'envie d'en savoir un petit peu plus. C'est souvent des gens qui, du coup, sont un peu dans le même état d'esprit que moi, qui trouvent qu'1 heure de pratique,
ça limite un petit peu. Et le fait de pouvoir prendre une journée comme ça, c'est se permettre de prendre le temps de s'interroger sur le yoga et c'est se prendre le temps d'en savoir un petit peu plus. Donc ça a toujours été super intéressant ces journées et le moment vraiment le plus sympa, c'est l'heure et demie de philosophie où bah là, je balance les grandes théories et après, en fait, c'est des échanges sur tous les piliers et c'est vraiment super intéressant parce que c'est plein de visions et plein de façons de penser, mais la finalité est souvent la même. Je pense que, et on va tous se regarder un petit peu pour ça, je pense que c'est pour se connaître, pour essayer d'avancer et d'évoluer. Donc, toutes les personnes qui viennent sont souvent dans cette recherche et ce qui fait que c'est une journée assez belle à chaque fois. Ils repartent avec des clés, ils repartent avec un petit dossier, un petit peu de ce que moi j'estime être ma vision du yoga. Il doit y avoir 3-4 pages où on parle un petit peu des piliers. Je prends un peu toutes les définitions que j'ai pu trouver à gauche, à droite sur ce que c'est que le yoga d'après différents textes, d'après différentes personnes. Et après, je parle un petit peu, parce que ça j'aime bien, je parle à la fin un petit peu des causes, les causes qui peuvent nous empêcher d'être, entre guillemets, les citas vitri. Ce qui est beau en fait dans le yoga, c'est que sur le papier, c'est très simple, c'est très logique, c'est très ludique, c'est très ah bah oui, tout à fait en fait. Mais encore une fois, c'est la pratique. Et après, bah il faut pratiquer ça dans la vie de tous les jours, et c'est là que ça devient super plus difficile. Oui, 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 c'est Mais ça, exactement. ça reste quand même, voilà, la théorie est vraiment belle dans le yoga et même si on l'applique pas, entre guillemets, la connaître, c'est déjà, je trouve, super bien. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que tu as des gens, ils n'ont jamais fait de yoga de leur vie et ça sent le yoga à plein nez. Et tu as des gens qui font du yoga depuis des années et ça sent pas le yoga une seule seconde. La différence, est-ce que tu penses pas que c'est un peu l'intention que tu mets dans ce que tu fais? Si, si, au final, c'est toujours ça et on en revient sur l'effort est pour l'homme, pas le résultat. Ah, c'est vraiment cette idée de, mais c'est pas évident, hein, et c'est très difficile on commence rarement quelque chose en étant détaché du résultat. Mais c'est vraiment ça qu'il faut, c'est aller au yoga parce qu'on en a envie et pas parce que on souhaiterait absolument avoir une pincha, par exemple. Euh, la pincha viendra si tu fais le taf. De toute façon, normalement, logiquement, si tu jobs, à un moment, ça arrivera. Tu viens de relever un point hyper intéressant parce que je m'étais fait la réflexion aussi dernièrement, espèce de tendance sur les inversions, quelles qu'elles soient, tu vois, que tu Sirsasana au Pincha en passant par le handstand. Et en fait, t'en as qui veulent commencer le yoga avec des handstands. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui veulent commencer par les handstands? Bah, on en revient un peu à ce qu'on a dit au début, c'est que bah là, tu oublies tes fondations. Tu oublies tes fondations. Et si tu veux, oui, allez, j'exagère, je vends du rêve. En 1 heure, je t'apprends un équilibre, mais je t'apprends un équilibre qui est pas beau, qui est plat passé et qui ne t'amènera aucune évolution derrière, en fait. Mais on en revient un petit peu à la même chose. Les gens ne veulent pas forcément commencer par du hatha, ils veulent aller au vinyasa. Le vinyasa, moi je m'en détache de plus en plus. Le vinyasa, c'est complexe, c'est difficile, c'est pas évident, c'est vraiment pas facile. Si tu n'es pas un ancien danseur, un ancien gymnaste ou quelqu'un qui a vraiment déjà travaillé avec son corps durant très longtemps et qui du coup a une perception de son corps dans l'espace, waouh, tu fais du vinyasa, t'as mal au cou à la fin du cours parce que t'as passé ta tête tout le cours, pardon, à lever la tête pour regarder ce qui se passe. Mais on veut pas aller dans le hatha parce que ouais, tu vas rester 5 respirations, 10 respirations. Et bah, c'est chiant, en fait, de rien faire. Après, chacun ses combats et c'est respectable. Mais je pense que la personne qui commence par un handstand reviendra sur son chemin, repartir dans des bases. Donc, autant commencer par la base et un jour aller au handstand. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas une aberration, mais moi, c'est personnellement pas quelque chose que je conseillerais. Après, si bien sûr ça permet de rentrer dans le chemin du yoga, bah, yallah, hein. Mais c'est plus, encore une fois, quelle est la finalité, quelle est l'envie, quel est le but? C'est nous les profs souvent responsables de ça. C'est que moi, ça fait quelque temps que je réalise que quand je montre une demi-lune ou un triangle, bah, la demi-lune, elle est presque surexagérée. Mon triangle, la main est au sol parce que c'est ma pratique. Et l'erreur, c'est de penser du coup, enfin, tu montes ça dans un cours, après, tu peux pas en vouloir aux gens de mettre la main au sol. Tu es le premier à l'avoir montré, en fait. Donc, je pense que l'erreur et la remise en cause qu'on doit avoir, elle n'est pas forcément
au niveau des élèves, en fait, et au niveau des profs, au niveau des contenus visuels qu'on voit sur les réseaux, au niveau des cours qu'on vend. On est tellement nombreux à être des profs qu'à un moment, bah ouais, faut sortir du lot. Et à l'heure d'aujourd'hui, on pense que sortir du lot, effectivement, c'est faire des choses qui ne se font pas. Donc, c'est faire des cours de plus en plus ouf. Souvent, les gens sortent d'un cours. Comment on peut qualifier un bon cours? Soit je me suis retrouvé dans une posture, j'ai pas compris comment on y est allé, ou soit putain, chaud de ouf, mon tapis il est trempé, ou soit bah, le lendemain tu as des couvertures de ouf en fait. Et c'est peut-être un petit peu, voilà, encore une fois, on est dans l'attente d'un résultat. Euh, mais je n'en veux aucunement aux gens qui vont chercher ça dans leur cours et c'est juste que moi aujourd'hui j'ai fait un petit peu on va dire le process de ça et c'est quelque chose qui ne m'attire plus mais je peux tout à fait concevoir que c'est quelque chose qui peut attirer les gens et que la performance dans le yoga est là alors qu'effectivement elle ne devrait pas y être mais parce que les réseaux sociaux sont là, parce que l'image est là, parce que tu auras moins de likes avec un triangle où tu as la main à la hanche que la main au sol quoi. Ouais, donc finalement, on retombe dans le piège de l'image, quoi. On retombe totalement dans le piège de l'image et c'est la raison pour laquelle on a si peu d'hommes dans le yoga, par exemple. C'est que bah, l'image a été véhiculée féminine, longifine, alors que tu peux faire des trucs de force et de souplesse assez impressionnants au yoga quand même. Comme tu as dit, c'est ce qu'on a voulu le vendre et je pense que voilà, il y a aussi une remise en question, mais qui je suis pas sûr se fera parce que ça intéressera pas trop les gens de visuellement voir des images qui sont pas un peu extrêmes. Bah, tu sais quoi, Prosper? Je t'aurais dit oui il y a encore quelques temps, mais là, il y a vraiment un paramètre que je commence à intégrer de plus en plus, c'est que, en fait, on a les élèves aussi qui nous ressemblent. Oui, ça, ouais, ouais, totalement. Mais je pense que c'est du process, tu commences tes jeunes, parce que tout ce que je dis sur les élèves, ça vaut aussi pour les enseignants, tu vois, qu'est-ce que tu veux enseigner, qu'est-ce que tu veux transmettre, et peut-être qu'au début, tu débarques, t'es pas trop sûr de toi, donc peut-être des façons de te démarquer, c'est de faire des cours hardcore, ou moi j'ai débarqué, je voulais faire des handstands à tout le monde, toute la terre. C'était le truc que je fais depuis super longtemps. Les premiers équis, je les ai faits. Je crois que je me souviens même pas quel âge j'avais, mais en gros, je me suis retrouvé la tête en bas, les pieds en l'air vers mes 6 7 ans. Donc pour moi, c'est quelque chose de très naturel. Et je l'ai beaucoup enseigné au début parce que je pensais que c'était ma façon de me démarquer et que ça allait être la raison pour laquelle les gens allaient venir à mes cours. D'un moment, oui, faut s'en foutre en fait de ce que vont penser les gens de tes cours et que de toute façon, tu ne plairas pas à tout le monde et que comme tu as dit, tu finiras par trouver les élèves qui te correspondent. Mais je pense que tout ça, ça se processe. Au début, je voulais des cours full. Je voulais avoir le plus d'élèves possible. Maintenant, je suis très content quand j'ai peu d'élèves, en fait, parce que j'ai plus d'attention. Mais c'est voilà, faut choisir à un moment l'enseignant que tu veux être. Et c'est pas évident non plus parce que on est dans un monde concurrentiel dans le yoga quand même, concurrentiel et visuel. Et donc c'est pas évident. On en revient un petit peu enfin voilà, c'est se connaître. Et je pense que c'est le grand défaut d'aujourd'hui, c'est qu'on ne se connaît pas suffisamment. On est tous capables de donner les qualités et les défauts de nos meilleurs amis. On est très fort pour donner nos propres défauts, mais après, connaître nos qualités, connaître ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on adore, c'est souvent plus difficile. Et je pense que en tant qu'enseignant, il est important, pas de se connaître à 100%, mais d'avoir quelques pistes un peu sur soi et savoir ce qu'on aime moins, ce qu'on aime enseigner, ce qu'on n'aime pas enseigner, comment on aime enseigner. Et ça vient, on en revient à ce qu'on a dit au début, c'est que bah faut enseigner vite, faut enseigner tôt, faut en faire des heures. Moi, j'ai fait plein de cours gratuits. Et c'est comme ça que ça, voilà, tu veux être un petit peu pas bon dans ce que tu fais, mais tu veux être aligné dans ce que tu fais, bah faut pratiquer, donc faut enseigner. Et au bout d'un moment, tu trouves ton chemin, en fait. Et après, tu essaies de trouver les élèves qui veulent marcher sur ton chemin. Et je pense qu'on en revient, bah, c'est un peu comme servir aider. Tu mets un masque, bah, à un moment, tu restes avec ton masque, en fait, et tu n'es plus toi-même. Et du coup, tu te perds dans ton enseignement. C'est quand la prochaine journée de philosophie, là? T'en as une Euh, de calée, là? non, tu m'as pris au dépourvu, je suis un peu en Pardon. Je suis un peu en retard sur mon planning, donc normalement il y en a une par mois, mais j'ai un petit peu peur que le mois de mars passe à la trappe, parce que aussi là enfin je continue de me former et du coup je suis un peu pris dans pas mal de choses et je pense que c'est un peu comme tout à être partout, on est nulle part.
Du coup, il est important de parfois restructurer un petit peu ces centres d'intérêt. Et là, je m'intéresse un petit peu plus à moi ces temps-ci, entre guillemets, égoïstement encore une fois, mais dans le bon sens, positivement, pour après pouvoir donner encore plus aux autres, quoi. Tu peux nous parler un peu des formations que tu suis en ce moment? Ouais, carrément. De suivre, j'en ai tellement. Mais après, pareil, faut faire attention à l'accumulation des connaissances, quoi. Connaître pour connaître, voilà, c'est donc pareil. Parfois, je m'interroge un peu sur aussi cette envie insatisfaisante presque de toujours vouloir se former, de toujours vouloir en apprendre. Mais bon, ça n'empêche que voilà, je continue de me former, mais en faisant quand même attention. Voilà, c'est pas évident, mais là, en gros, je fais une formation qui va durer 9 mois. C'est un mentorat. C'est une personne qui nous donne un petit peu tous ses conseils, toute sa vision sur un programme qui dure 9 mois. Là, c'est plus dans la préparation physique, parce que moi, là-bas, je suis quand même plus dans la préparation physique que dans le yoga. Et donc là, c'est un petit peu tourne autour de l'entraînement et tout ce qui peut être dans la biochimie, dans tout ce qui est un peu analyse comportementale. Ce qui est intéressant, c'est l'être humain. C'est continuer à se former pour avoir des outils d'évaluation, de construction, pour être de plus en plus efficace dans ce que je fais et ce que je propose. En fait, c'est un petit peu les formations classiques qu'on peut faire pour les personnes qui connaissent ce que sont les BPGEPS. C'est des formations d'un an où tu apprends un petit peu la base de l'entraînement, la base de l'anatomie, la base de la biochimie, etc. Mais là, je me dis juste que voilà, j'ai un âge où apprendre m'intéresse quand même plus qu'à l'époque. Puis mes diplômes commencent à vieillir un petit peu, donc il y a des choses, il y a des nouvelles choses à apprendre, il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Et donc je fais ça. Et après, bon, en parallèle, il y a les formations un peu autodidactes où je sais pas, je pense que c'est pareil, hein, je sais pas conseiller à tout le monde et je pense que c'est même un peu une erreur et je sais pas comment le définir, mais je lis trois, quatre livres en même temps qui traitent de sujets différents. Et je sais pas encore, tu vois, ça fait pas si longtemps que je m'interroge sur ce besoin de connaissance, de savoir, et ça commence presque à me faire un petit peu peur de tout le temps vouloir connaître plein de trucs parce que j'ai peur à un moment d'en connaître plein, mais sans rien savoir, en fait. Donc j'ai aussi ce côté un petit peu ce doute toujours un petit peu permanent. Quand tu commences à vouloir lire des livres sur le yoga, tu vas avoir les livres sur la philosophie, tu vas avoir les livres sur la respiration, tu vas avoir des livres sur l'anatomie. Donc déjà, tu vois, c'est beaucoup de connaissances, mais autour d'un enfin, Oui, il y a quand même un fil d'Ariane. oui, il y a quand même, oui, oui, complètement. C'est vrai qu'il y a quand même toujours le fil d'Ariane, effectivement, mais ça reste quelque chose qui m'interpelle un petit peu quand même, tu vois, ce côté de se dire, ok, pourquoi j'ai besoin d'avoir tant de connaissances tout le temps, sachant qu'il y a des fois, tu vois, en toute honnêteté, je pense qu'il y a des bouquins que j'ai lus il y a 2, 3 ans, je me rappelle de plus rien en fait, parce que tu as à peine fini un livre que tu veux déjà en dévorer un autre. Ce qui est la quête permanente du savoir, mais qui peut cacher quelque chose que j'ai pas encore trouvé, mais qui cache quelque chose, je pense. Tu me connais, moi j'aime bien, enfin la finalité de tout ça, c'est j'aimerais créer entre guillemets la méthode prospère et Oui, ça va venir qui ça. peut reposer sur un panel d'expériences en fait. Donc c'est pour ça qu'aussi je prends plein de choses et dans toutes ces choses comme dans toute formation, dans tout apprentissage, voilà, moi je reste persuadé que tu prends ce qui t'intéresse et tu te débarrasses de ce que tu veux pas. Donc dans tout ce que je lis, je ne garde pas tout non plus. Et dans tout ce que j'apprends, je ne garde pas tout non plus. Pour conclure sur la partie formation, en tout cas, tu as fait le choix d'axer sur le côté coaching. Ouais, le côté coaching, le côté préparation physique, le côté accompagnement de l'individu, le côté one-to-one, parce que c'est aussi ça qui me fait énormément kiffer, parce que j'ai la chance aussi d'avoir un lieu où je peux recevoir du public. Donc, ça me permet de pouvoir mettre ça en place. Les studios, j'adore. Les studios, c'est cool, c'est très sympa, mais c'est pas la même. Quand tu viens pour un coaching avec moi, certes, tu signes pour 1 heure, mais des fois ça dure 1 heure et demie parce que je sais pas, derrière j'ai envie qu'on discute, j'ai envie que tu me parles un petit peu plus de ce qui t'arrive, j'ai envie peut-être de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui tu étais un peu fatigué, pourquoi tu te sens pas bien, pourquoi ça fait 2 séances que tu arrives en retard, est-ce qu'il y a quelque chose derrière tout ça, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a un pourquoi, est-ce qu'il y a un comment. Donc c'est tout ce côté-là que tu peux faire en one to one, que tu peux pas faire dans un studio. Si aux 12 personnes ou je sais pas combien tu as d'inscrits, mais tu leur demandes ça va, ils te disent oui. Non, mais vraiment, aujourd'hui, comment ça va? Ça te prend ton cours, en fait.
Donc il y a ce côté quand même où je reste persuadé qu'on peut quand même impacter beaucoup plus en individuel qu'en collectif. Et in fine, moi j'aimerais quand même beaucoup faire plus d'individuel que de collectif. Mon rêve, c'est quand même un moment, voilà, j'aimerais bien moi être avec des athlètes un petit peu pas de haut niveau, mais des athlètes qui sont dans un but compétitif. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et en fait, in fine, bah, c'est de servir un peu de tous les outils que je peux connaître. Bah, aujourd'hui, t'es fatigué, bah, c'est pas grave, on va faire une séance de yoga un peu plus cool où t'es vraiment, bah, on va faire du yin. Et aujourd'hui, t'as le feu, bah, vas-y, on va faire plutôt de la préparation physique, hein. Pouvoir, en fait, un moment, m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. C'est aussi finalement rendre cet état d'esprit d'athlète de haut niveau plus flexible aussi peut-être? Ouais, bah, il y a un côté où le sportif de haut niveau, il y a quand même, on a eu un très bel exemple avec Simone Biles au dernier JO, où c'est la première fois qu'une athlète a refusé pour sa santé mentale de ne pas participer au concours général, qui est quand même quelque chose de très fort parce qu'elle dit que bah, elle a peur pour sa santé mentale. Donc il y a quand même une histoire dans le monde du sport de haut niveau où avouer qu'on a avoué dire ses faiblesses, dire ses blessures, dire qu'on a mal, dire qu'on se sent pas bien, c'est pas quelque chose qui, je crois, aujourd'hui est perçu comme quelque chose de positif. Mmh. Et je reste persuadé que le yoga peut amener ça pour beaucoup de sportifs de haut niveau. Franchement, Prosper, je te remercie pour ton temps. Je te remercie pour toutes ces informations, pour ton honnêteté, pour la manière dont tu as partagé ton expérience, tes passions, tes forces. Merci beaucoup. Merci. Bon, avec plaisir. Merci à toi. Mais je te dis à bientôt alors. Ça marche. À bientôt.